Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans votre émission Ilm wa Hadara, Science et Civilisation. Aujourd'hui, nous allons, avec notre invitée, Madame Naimi Souad, bienvenue. Nous allons nous pencher sur les neurosciences et le rapport à l'oncologie, au cancer. Notre invitée, Madame Souad Naimi, je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui dans cette émission. Nous voyons se développer depuis une trentaine d'années les neurosciences et plus particulièrement pour ce qui vous intéresse, vous, les maladies neurodégénératives. Tout le monde entend parler de la maladie d'Alzheimer, il y a la maladie de Parkinson, la maladie de Huntington. Et ces maladies, aujourd'hui, on les aborde dans de meilleures conditions et de recherche et de thérapie. Alors, avant de développer le domaine dans lequel vous excellez aujourd'hui, j'aimerais qu'on revienne sur votre parcours. Vous êtes de Oujda, vous avez commencé par faire vos études là-bas. Racontez-nous ce point de départ de vos études. Merci beaucoup, C'est Ali, pour l'invitation, que j'ai acceptée sans hésitation, parce que quand j'ai vu l'objectif de cette émission, qui est à la fois mettre la lumière sur les chercheurs, marocains ou autres, et en même temps faire partager la passion de ces chercheurs et leurs découvertes scientifiques au grand public, eh ben, je vous dis bravo pour cette initiative. Merci à vous. En tout cas, merci. Oui, effectivement, brièvement, mon parcours, comme vous l'avez dit, moi je suis du Maroc oriental, donc j'ai fait une bonne partie de ma scolarité là-bas. J'ai fait mes études jusqu'à la maîtrise, la licence à l'université Mohamed Ier de Oujda. Donc je suis fière parce qu'elle a bénéficié d'un bon classement. Après, donc j'ai toujours été attirée par la recherche, parce que j'ai toujours été curieuse d'aller un peu plus loin. Dans votre famille, peut-être, il y a eu Alors, la motivation? dans ma famille, oui. Bon, mon père, il est dans le domaine de la santé. C'est vrai que bon, je l'ai accompagné dans ses campagnes de vaccination. Et j'ai toujours été sidérée par le fait, oui, il faut aller plus loin dans la recherche, justement pour trouver des solutions thérapeutiques aux maladies. Et c'est vrai que j'étais subjuguée. Mon père voulait que je fasse médecine. Et moi, j'ai suivi plutôt le parcours de recherche. Et donc, suite à la maîtrise de biologie à l'université Mohamed Ier, je suis partie en France pour faire mes études supérieures. Donc, j'ai fait mon DEA et mon doctorat à l'université Pierre et Marie Curie à Paris. On disait DEA autrefois, c'est le Master 2. C'est le Master 2, oui, tout à fait. Diplôme d'études approfondies dans le domaine des neurosciences. Dans le domaine des neurosciences. Exactement. Et le sujet de mon doctorat, c'était le développement du cervelet, parce que on connaît très bien le cerveau, on connaît très bien la moelle épinière. Le cervelet, il est entre les deux. On ne connaît pas très bien cette région du cerveau qui joue un rôle très important dans la coordination de nos mouvements. Et donc, après ce doctorat, à la Pitié-Salpêtrière, je devais aller aux États-Unis pour faire mon postdoc. Oui. Pour des raisons personnelles, j'ai fait ce postdoc en France, toujours dans un laboratoire académique INSERM, en collaboration avec le professeur Marc Pichonsky. Oui, très connu pour tout ce qu'il a avancé en thérapie génique et en thérapie cellulaire. Voilà, absolument. Dont on va parler dans un instant. Tout à donc fait. Vous avez, voilà, donc le parcours, on dirait classique aujourd'hui d'un chercheur, les études jusqu'au master, ce sont juste des études, on va dire, de formation. Absolument. Après, les choses deviennent sérieuses, avec un doctorat. Un postdoctorat, c'est de plus en plus très important. Justement, sur ce moment qui suit le doctorat, pour nos jeunes chercheurs qui nous écoutent ce soir, ce moment où on a terminé une première recherche, pour vous, sur le cervelet, et où on n'est pas encore dans un travail qui va prendre de longues années et qui va être de longue haleine. Juste ce moment, après le doctorat, on appelle ça le post-doctorat. Quel est l'intérêt de ce moment-là? Absolument, c'est une question cruciale parce que pendant la phase doctorat, en général, on fait beaucoup de recherches fondamentales. Et c'est vrai qu'en post-doctorat, moi j'ai eu en tout cas la chance de pouvoir toucher un peu la recherche appliquée, la recherche pharmaceutique. Parce que pendant ce post-doctorat, en fait, la thématique, c'était la thérapie cellulaire pour soigner les maladies neurodégénératives et plus précisément la maladie de Parkinson. Et donc, mon travail consistait à développer des modèles animaux qui miment la maladie de Parkinson, comme vous le savez, qui consiste à la dégénérescence de neurones dopaminergiques. Et donc, ces modèles-là, je les utilisais pour faire des greffes
de cellules embryonnaires dopaminergiques, justement pour remplacer les neurones dopaminergiques qui sont morts, et pour les remplacer, et comme ça on restitue tout ce qui est fonctionnel. Donc ces résultats ont abouti à des publications et ça a abouti à traiter le premier patient parkinsonien, c'était à l'hôpital Henri Mandor. Et c'est vrai que la satisfaction, c'est de voir que cette recherche à la paillasse, au laboratoire, peut aller jusqu'au patient et proposer une solution thérapeutique justement aux patients. Donc le postdoctorat, c'est d'aller un peu plus loin au-delà de la recherche fondamentale et voir aboutir sa recherche de paillasse vers justement les patients et contribuer à trouver des solutions thérapeutiques pour les patients. Alors justement, venons-en maintenant au cœur de votre travail. La contribution qui a été la vôtre, c'est d'aller le plus possible dans ces deux thérapies que vous allez un peu nous exposer, la thérapie génique et la thérapie cellulaire. De quoi s'agit-il, notamment dans le cas précis des maladies neurodégénératives comme celle de la maladie de Parkinson que vous venez de mentionner? Tout à fait. Donc, comme je vous ai mentionné, la maladie de Parkinson, c'est une maladie neurodégénérative progressive. Oui. Il y a une dégénérescence de neurones dopaminergiques qui se trouvent dans une région du cerveau qui s'appelle la substance noire. Et ces neurones dopaminergiques jouent un rôle très important au niveau de la motricité. Et quand il y a donc la perte on voit neurones... souvent les symptômes des gens qui ont beaucoup de difficultés à ordonner à leurs membres de se déplacer dans un sens ou dans un autre. Tout à fait. Monsieur Yves Agide, avec qui j'avais beaucoup travaillé, à la Salpêtrière, disait que le parkinsonien est condamné au mouvement volontaire. Il doit beaucoup avoir l'intention d'un mouvement pour le faire. Absolument. Et malheureusement, il y a cette rigidité justement et cette dyskinésie. Et le fait que donc ces neurones meurent, malheureusement, quand les neurones meurent, on peut pas les remplacer. On peut pas, en tout cas, physiologiquement parlant, les neurones, quand ils meurent, ils peuvent pas se restituer. Donc la thérapie cellulaire, c'est une approche qui permet de remplacer ces neurones dopaminergiques par des neurones embryonnaires. Alors à l'époque, quand moi j'ai fait mon post-doctorat, c'était des neurones embryonnaires issus de fœtus humains, bien sûr avec le consentement éclairé des mamans, donc issus d'IVG, d'interruption volontaire de grossesse. Oui. Et donc on préparait une suspension de cellules embryonnaires, donc mésencéphaliques, qu'on injectait, qu'on injecte. D'abord dans le modèle animal où on a fait la preuve de concept, on a montré qu'effectivement ces cellules embryonnaires peuvent survivre et établissent des connexions, donc sont fonctionnelles. Et c'est ça qui a donné justement le lieu à l'appliquer chez le patient parkinsonien. Il y a toujours cette étape animale qui est très importante. C'est très important parce qu'on ne va pas tout de suite expérimenter sur l'humain. C'est moralement condamnable. Bien sûr, bien sûr. Et donc, on a ce biais par... Préclinique, ce qu'on appelle la phase préclinique. La phase absolument. préclinique, Donc, la modélisation animale. Et nous partageons beaucoup de choses avec les animaux. Donc, après, la transition vers l'humain se fait... D'abord, le modèle animal. Alors, il n'y a pas de modèle animal parfait. Donc, ce sont des modèles animaux qui peuvent éventuellement nous montrer qu'il y a une preuve de concept, que la thérapie marche très bien dans ces modèles. Avant d'aller chez l'homme, bien sûr, il faut aussi vérifier la sécurité du traitement, qu'il n'y a pas de toxicité. Donc, avant d'aller chez l'homme, c'est juste pour aller jusqu'au bout donc, de l'essai clinique chez l'homme. Après, la thérapie cellulaire, c'est vrai que du point de vue éthique, parce qu'on parle beaucoup de l'éthique, bien sûr. vous êtes bien placé, docteur Ben Mkhilouf, pour parler de l'éthique. Comme je vous ai dit, ces cellules embryonnaires venaient d'embryons issus d'IVG, interruption volontaire de grossesse. Et il a fallu une grande quantité de cellules mésencéphaliques pour faire des greffes chez l'humain. Donc la greffe chez l'humain, elle a bien marché. Il y a eu cette satisfaction. C'était prodigieux. C'était prodigieux, c'était une première. Et je peux vous dire que le parkinsonien qui a été greffé à l'hôpital Henri Mandor, je me souviens très bien, il a été greffé seulement d'un côté, unilatéral. Il a montré des signes d'amélioration. Et on a demandé à la comité consultatif d'éthique qu'on puisse aussi le greffer du deuxième côté, tellement ça a marché, donc du côté unilatéral. Maintenant, on a beaucoup progressé au niveau de la recherche. Ça, c'était vers quand, ce patient? Alors ça, c'était vers... moi, je dirais, c'est vers les horizons. Donc, c'est vrai que ça... Entre 92 et 93. C'est ça, la fin du siècle dernier. Exactement. Après, maintenant, on est capable d'utiliser des cellules qui sont facilement d'accès. Ce sont des cellules, par exemple, de la peau d'une personne qu'on peut modifier
génétiquement, justement, pour les différencier en neurones, pour les différencier en cellules musculaires. Et donc, il y a des recherches, c'est toujours à l'étape de recherche, au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut programmer des cellules, des fibroblastes, qu'on appelle les fibroblastes, pour qu'ils deviennent neurones, pour qu'ils deviennent cellules, par exemple, cardiaques. Parce qu'elles sont plus indifférenciées. Elles sont plus indifférenciées, ce qu'on appelle les cellules souches. C'est ça. Et donc, sur le plan éthique et sur le plan, on va dire, pratique, c'est beaucoup plus intéressant que utiliser des embryons humains. Oui. Donc ça, c'est pour l'aspect thérapie cellulaire. Cellulaire. Et pour la thérapie génique? Alors la thérapie génique, si on reste sur les maladies neurodégénératives, c'est que on a fait beaucoup de travaux, en tout cas c'était pendant mon parcours chez Sanofi, parce que pendant mon parcours, donc pendant mon post-doctorat, c'était vraiment axé sur la thérapie cellulaire, même si chez Marc Péchanski, il y avait aussi des pratiques de recherche de thérapie génique. Moi, j'avais frappé de manière vraiment spontanée, une candidature spontanée à la porte de Sanofi, qui était à l'époque Grande Poulenc-Rorer, candidature spontanée. Donc, j'ai eu la chance qu'on me propose 2 postes différents, dont un poste thérapie génique, que j'ai pris, bien sûr. Et ma mission, c'était de évaluer les vecteurs dans le système nerveux central. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour faire de la thérapie génique, déjà la thérapie génique, c'est quoi? C'est d'apporter une thérapie, donc modifiée, de remplacer un gène défectueux. C'est cela. Vous savez, dans notre organisme, on a des organes, on a des tissus, on a des cellules. Dans les cellules, il y a des noyaux, il y a des chromosomes, il y a des gènes. Alors, il se trouve que dans certains cas, les gènes ne fonctionnent pas bien. Et donc, la thérapie génique, c'est de remplacer, de corriger ces gènes-là pour les rendre plus fonctionnels. En général, c'est surtout dans des maladies rares, des maladies génétiques. C'est cela. Si on reste sur les maladies neurodégénératives, en général, on apporte ce qu'on appelle les facteurs neurotrophiques qui vont protéger les neurones et éviter justement leur mort et leur dégénérescence. Donc ça, et puis dans des cas de maladies génétiques, bien sûr, on vise aussi à remplacer les gènes défectueux. Alors pour faire la thérapie génique, on amène le gène avec des vecteurs, ce qu'on appelle soit des vecteurs viraux comme l'adénovirus, comme l'AAV, donc c'est l'adénovirus, en fait c'est le virus associé à l'adénovirus, ou des vecteurs non viraux. Et donc, ma mission chez Sanofi, pendant 5 ans, de 1995 à 2000, c'était d'évaluer à la fois l'efficacité de ces vecteurs, c'était des injections stéréotaxiques dans le cerveau de rongeurs, de souris, donc dans des zones bien précises du cerveau. Pour la maladie de Parkinson, c'était une zone qui s'appelle le striatum, là où projettent les neurones dopaminergiques, pour voir à la fois l'efficacité de transfection et la sécurité, qu'il n'y a pas d'inflammation, qu'il n'y a pas de réaction immunitaire. La tolérance. La tolérance, absolument. Et donc, on a pu montrer que l'AAV, donc avec tous les vecteurs qu'on a testés, l'AAV, c'était le meilleur vecteur pour faire la thérapie génique dans le système nerveux central. Ça a été publié, à la fois au niveau de la transfection, de l'efficacité de la transfection et au niveau de la tolérance. Mais précisément, alors c'est magnifique parce qu'on vous voit parler avec passion de votre travail si précis. À propos de précision, on parle de plus en plus aujourd'hui de la médecine des 4 P, précision, prédiction, prévention, participation. Alors, précision en général, il s'agit de cibler un traitement, soit sur un gène, comme vous venez de le dire, soit sur une protéine défectueuse. Donc, après, au niveau de la prédiction, j'aimerais que vous me commentiez les 4 points. La prédiction, c'est de voir l'évolution de la tumeur à partir du traitement, par rapport à ce que vous avez dit, c'est-à-dire la tolérance et l'efficacité. Absolument. Et puis la prévention, éviter la prolifération des mauvaises cellules. Et la participation, tout cela, c'est avec la responsabilité, l'adhésion, le consentement du patient qui est un acteur de soins. Alors sur cette médecine des 4 P, bien sûr, ça ne va pas dans toutes les maladies. Absolument. Il faut rester modeste. Oui. Mais dans votre domaine, ça a donné quand même lieu à des résultats. Absolument. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, si on reste dans le domaine du cancer, de la cancérologie, c'est vrai que pour finir pour les maladies neurodégénératives, au jour d'aujourd'hui, malheureusement, que ce soit pour la maladie d'Alzheimer, que ce soit même pour la maladie de Parkinson, on a des traitements symptomatiques. On traite les symptômes. On n'a pas encore un traitement qui traite la maladie, qui freine justement la progression de la maladie. Étiologique, Par contre, il y a beaucoup de progrès au niveau de la recherche, mais ça reste toujours dans la phase préclinique.
justement qui visent à traiter vraiment la pathologie et à freiner la propagation justement des pathologies tôt pour la maladie d'Alzheimer et aussi de freiner et puis de calmer une accumulation d'une protéine qui s'appelle l'alpha-synucléine qui va vraiment détruire les neurones dopaminergiques. Mais ça reste toujours en phase préclinique, en phase de recherche. Pour revenir à la médecine de précision, au niveau cancer, c'est vrai qu'on peut parler de la médecine de précision, on peut parler de la thérapie ciblée. Parce que ce qu'on fait, c'est la recherche translationnelle. C'est-à-dire qu'on part du patient, on va vraiment explorer ce qui ne va pas dans les échantillons malades, par exemple la tumeur, et identifier les cibles pour lesquelles justement on peut trouver des solutions thérapeutiques. C'est-à-dire, je vous donne des exemples plus précis, on va analyser des biopsies de tumeurs, et puis après on va voir qu'il y a des protéines ou des mutations qui sont présentes dans ces biopsies de tumeurs de manière anormale. Et bien, c'est ça ce qu'on va cibler. Donc, on va éventuellement générer des solutions thérapeutiques. Un gène qui a muté ou une protéine défectueuse. Ou une protéine défectueuse, ou une protéine qui est exprimée de manière anormale, donc surexprimée, modulée de manière anormale dans une tumeur, par exemple. Et donc, c'est ça la cible. Alors, soit on peut l'attaquer avec des petites molécules chimiques, soit maintenant de plus en plus avec des anticorps thérapeutiques, c'est beaucoup plus précis. Et pourquoi les anticorps thérapeutiques? Parce que cet anticorps, il va cibler l'antigène qui est présent de manière anormale dans la tumeur et il va épargner les organes normaux. Donc on ne va plus avoir ces effets secondaires qui sont générés par la chimiothérapie, qui malheureusement va tuer les cellules tumorales, mais qui va aussi détruire d'autres cellules de notre corps. Absolument. Et donc la médecine personnalisée, on peut aussi l'associer à ce qu'on appelle les ADC, en fait en anglais les antibody drug conjugate. En fait, c'est des anticorps immunoconjugués. Comme je vous l'ai dit, on va injecter un anticorps qui va reconnaître un antigène spécifique de la tumeur et qui va éventuellement relarguer le cytotoxique de manière spécifique dans la tumeur et épargner le reste du corps. Et quand on va aux essais cliniques et même quand le traitement est sur le marché, on ne va traiter que les patients dont la tumeur présente justement cet antigène tumoral qui est présent de manière anormale. Donc ça veut dire que déjà c'est du compagnon diagnostic, c'est-à-dire qu'avant de donner le traitement au patient atteint d'un cancer XYZ, on va d'abord s'assurer que son cancer présente justement cet antigène et donc il est éligible au traitement. Donc ça permet de ne pas donner un traitement comme ça à un patient et ça permet aussi de faire la précision va avec la notion de cible. Absolument. Alors, on est là dans quelque chose de très très précis et de très spécifique, mais ça suppose la fédération de plusieurs domaines de recherche. Absolument. Vous êtes au cœur de plusieurs domaines. L'histopathologie, c'est-à-dire la pathologie des tissus, l'élément bio-imagerie, très important. D'ailleurs, je dis à nos jeunes aujourd'hui, s'il y a un métier dans lequel ils peuvent vraiment se lancer, c'est d'être bio-informaticien. Les médecins, les chercheurs en biologie comme vous cherchent précisément des bio-informaticiens. Donc la bio-imagerie, l'histopathologie, on a parlé des différentes thérapies et surtout donc, la thérapie génique qui suppose la génétique. Et justement, toutes ces disciplines dans leur collaboration, il faut un laboratoire. Vous êtes donc engagé chez Sanofi, vous travaillez chez Sanofi. On oublie combien les laboratoires pharmaceutiques ont tout un volet de recherche. Et ce volet de recherche qui permet d'aller vers le médicament et qui permet à de grands chercheurs comme vous, qui ont des publications internationalement reconnues, de déployer complètement cette recherche. Et alors, cette articulation entre la recherche et l'expérience du médicament, est-ce que vous pouvez précisément revenir sur ce point? Bien sûr. En fait, c'est ce qu'on appelle la recherche translationnelle, c'est-à-dire qu'on fait la recherche en amont pour éventuellement identifier une cible, la valider, faire la preuve de concept dans le modèle animal et puis l'amener chez le patient dans le cadre des essais cliniques.
Alors, l'histopathologie moléculaire et digitale, ça consiste en quoi? Alors, c'est dans l'équipe, en général, il y a des médecins anapathes donc, qui ont l'expertise d'aller analyser les biopsies de tumeurs, donc tout ce qui est prélèvement tissulaire. On utilise beaucoup l'imagerie et l'intelligence artificielle parce que c'est vrai qu'on peut analyser des choses avec l'œil humain. D'informations. Absolument. L'intelligence artificielle, c'est le flux d'informations. Absolument, c'est vraiment à la hauteur clé. humaine, on ne peut pas avoir tant d'informations d'un seul coup. Tout à fait, avec des algorithmes justement qu'on éduque pour reconnaître tel ou tel marqueur, telle ou telle cellule, telle ou telle localisation cellulaire. Donc la combinaison des analyses qui sont faites par l'anapathe, par le médecin anapathe, par l'histopathologiste, plus combiné à tout ce qui est imagerie, analyse d'image et l'intelligence artificielle, nous permet de mettre le doigt sur des informations que l'œil ne peut pas éventuellement détecter. Exactement. Et c'est très innovant parce que ça nous permet de mettre le doigt sur des nouvelles cibles, sur des nouveaux biomarqueurs. On élargit la base d'information. Absolument. Des fois, rien qu'avec des images de diagnostic anapathe. Quand, par exemple, un patient atteint d'un cancer rentre dans un hôpital, on commence par faire le diagnostic, la biopsie, on va faire le diagnostic anapathe. On fait une coloration anatomopathologique. Absolument. Une coloration classique hématénéosine. On ne fait pas des techniques sophistiquées d'immunohisto, etc. Rien qu'avec cette coloration, l'intelligence artificielle nous permet de mettre le doigt sur des choses innovantes, sur des cibles ou sur des biomarqueurs. Par exemple, si on prend une cohorte de patients qui est enrôlée dans un essai clinique, il y a des patients qui répondent au traitement, il y a des patients qui ne répondent pas. On va décortiquer qu'est-ce qui se passe chez les patients qui ne répondent pas. Et ça nous permet justement de se dire, ah bah tiens, il faut cibler telle ou telle cible, etc. Donc pour encore proposer d'autres solutions beaucoup plus efficaces. Si je finis avec l'histologie moléculaire, en fait notre mission, elle consiste à identifier et valider la cible en amont donc de la recherche. Après, c'est sélectionner les indications pertinentes parce que pour mener cette cible qui va être transformée en fait en médicament, comme je vous ai dit, soit en petites molécules, soit en anticorps thérapeutiques, il faut sélectionner les indications relevantes vers quel type de cancer. Par exemple, le cancer, oui. Exactement, le cancer, il est très hétérogène. Mais bien sûr. Pour un seul organe, on a plusieurs types de cancers. Le cancer du poumon, on a le cancer à petites cellules, le cancer à grandes cellules, le cancer squameux. Pour le cancer du sein, pareil, avec les mutations génétiques. Donc c'est très complexe. Il ne suffit pas de dire juste un seul organe. Il y a plusieurs types de cancers par organe. Et donc nous, notre mission en histopathologie moléculaire, c'est d'orienter vers l'indication la plus relevante sur laquelle on peut mener des essais cliniques, justement pour avoir la preuve de concept. Et puis après que cette solution thérapeutique soit mise sur le marché et aboutisse absolument jusqu'au bout. On arrive au dernier tiers de notre émission. Je sais que vous êtes très engagé, comme vous l'avez dit en ce début d'émission, sur l'adresse, à qui on s'adresse, aux jeunes, aux nouvelles générations. Je sais que vous contribuez beaucoup, à partir de votre poste en France, à faire vivre les universités et les hôpitaux marocains. J'aimerais que vous reveniez sur cette contribution. Et vraiment, je vous sais gré, pour ma part, de tout cet effort que vous faites, cette générosité, cette règle de générosité que vous faites, j'allais dire que vous vous imposez, non, mais qui vous vient spontanément pour contribuer à une recherche et à un meilleur équipement également dans le pays qui vous a vu naître. Absolument, merci beaucoup, Dr Ben Mkhlouf. En fait, on essaie de ramener une petite pierre à un grand édifice, faire ce qu'on peut. Dans mon laboratoire, en général, on a chaque année un budget qui nous permet de renouveler les plateformes technologiques. Et c'est vrai qu'on désinvestit un matériel qui est fonctionnel, qui dort dans des caves. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas faire bénéficier mon pays, le Maroc? Oui, ça m'est arrivé de faire des dons du matériel qui consiste soit en des microscopes, soit en des automates, du matériel de biochimie, par exemple des spectromètres de masse. Donc j'ai pu faire bénéficier l'Université des sciences à Oujda. Très bien. Celle où vous avez commencé vos études. C'est vrai que voilà, mais pas que, parce que le Maroc, il n'y a pas que le Maroc oriental. Non, bien sûr. Donc j'ai pu faire aussi des dons à l'Université de Marrakech.
le professeur Bennis Mohamed, qui enseigne dans cette université, qui venait aussi faire des travaux de recherche en France. Et donc, je lui ai fait bénéficier d'un matériel pour faire des coupes histologiques au cryostat. J'ai aussi fait des dons à Rotary Club, pareil, donc des microscopes, etc. Donc, c'est vrai que c'est un parcours de combattant parce qu'il y a un processus administratif à suivre, etc. Mais bon, je le fais avec plaisir. Mais vous savez, quand vous dites parcours du combattant, هذاك هو الخير. Quand on fait le khair, c'est une satisfaction. Il y a toujours des difficultés, mais هذاك هو الخير. Le khair, ça va avec les difficultés de le réaliser. Alhamdoulilah, exactement. C'est ça notre satisfaction personnelle. Et je suis passée par la case étudiant, donc je sais, voilà, les étudiants, les doctorants, ils ont besoin aussi de matériel pour faire leurs recherches. Et donc voilà, je suis passée par cette case, et donc ça me fait plaisir aussi de le faire. Après, donc plus on donne, plus on augmente sa propre capacité. Bien sûr, absolument. Et c'est cette belle leçon du don qui est partagée par beaucoup de gens. Et les gens qui sont vraiment dans le don savent qu'au lieu d'être privés de quelque chose, ils sont au contraire augmentés dans leur capacité d'action. Absolument, tout à fait. Après, je fais partie aussi, je suis vice-présidente d'une association qui s'appelle CAD Oriental, dont le président c'est M. Hassini Abdelkhaliq. Et la mission de cette association, c'est d'allier CAD Oriental. CAD Oriental. CAD Oriental, et c'est une association qui allie les Marocains des deux rives, les compétences marocaines des deux rives. Donc, on a déjà signé dans le cadre de cette association une convention avec l'université Mohamed Ier de Oujda. C'est une convention pour laquelle on a mis en place un plan d'action dans le cadre de donner des conférences, faire du mentoring. Moi, j'ai proposé du mentorat, faire du mentoring pour les étudiants, pour éventuellement les faire profiter des réseaux scientifiques, les orienter. Je le fais déjà. Pour qu'ils aillent plus vite. On est là en tant qu'enseignants et en tant que chercheurs pour que les jeunes générations puissent aller vite, pour leur faire gagner du temps. Et les orienter. Et c'est vrai que ça, c'est très important. Et leur faire bénéficier de notre réseau, parce que le réseau est tellement important. Oui. Voilà, cette convention avec le Maroc oriental. Mais il n'y a pas que le Maroc oriental. Récemment, on est en train d'organiser un colloque international avec l'université de Tanger, auquel vous avez accepté gentiment de faire une présentation sur la bioéthique. Et on compte aussi signer une convention avec l'université de Tanger. On a eu vraiment une très très bonne réceptivité de la part du président de l'université, M. Bouchtal Moumni. On travaille sur un programme qui est assez riche et ambitieux. La thématique, c'est l'immunologie et l'intelligence artificielle au service de la médecine de précision. Donc il y a des chercheurs vraiment de renommée qui vont participer à ce colloque et aussi essayer d'ouvrir les portes à des collaborations et à des partenariats. Donc ça, j'étais tellement subjuguée par le campus de Tanger que j'ai demandé à ce qu'on fasse une visite scientifique des intervenants pour qu'ils voient qu'au Maroc, il se passe des choses et il y a des structures, il y a des laboratoires, il y a des étudiants, il y a des talents. Donc ça, c'est très important. Je voudrais aussi mentionner que j'ai participé aux 13e assises, les assises de la 13e région, la participation des Marocains du monde au niveau de l'amélioration de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et l'innovation. Organisée par le ministère d'Enseignement supérieur et de Recherche scientifique et innovation, par le CCME et par le CNRST. Donc, le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger. Tout à fait. Donc, je faisais partie du panel de recherche scientifique. On a été accueillis par monsieur le ministre, monsieur Meraoui Abdellatif, qui soutient beaucoup cette initiative justement d'organisation de colloques et qui nous ouvre des portes. Et donc, je le remercie pour son soutien. Parce que c'est vrai que je vous assure que quand on a devant nous des personnes qui n'ont pas la langue de bois, qui ont envie de faire avancer les choses et puis de tirer le Maroc vers l'excellence et vers le haut, on a envie de suivre. Merci et d'apporter beaucoup pour votre enthousiasme. Voilà. L'émission touche à sa fin. Merci beaucoup pour avoir transmis votre passion, votre savoir si précis. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission Profil d'un chercheur, sciences et civilisation, Ilm wa Hadara. Merci bien.